Bonjour et bienvenue donc pour cette quatrième table ronde de la journée spéciale énergie renouvelable ici à l'incubateur d'entreprise de la fac de Perpignan. Une quatrième table ronde qui est consacrée à l'investissement vert, forcément en Occitanie, et vers la transition énergétique solidaire. Parce que investir dans les énergies vertes, c'est bien sûr un choix éthique, mais c'est aussi, il ne faut pas s'en cacher, une opportunité. Face aux enjeux de ce réchauffement climatique, le marché vert a d'ailleurs pris une place plus importante et il ne faut pas le nier. Sur le terrain, les besoins sont réels, on vient de le voir, mais aussi les questions financières sont primordiales. Nous allons donc tenter de comprendre, lors de cette table ronde, les enjeux de ces aides et de ces investissements verts. Les intervenants vont nous éclairer donc sur ces tiers investissements, sur le budget vert, on le verra avec vous, Madame Langevine, et nous éclairer donc sur ces leviers financiers de la transition énergétique. Cet après-midi, donc, pour discuter avec nous, Agnès Langevine, qui est vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et des déchets. Nous aurons aussi Gwenaëlle Le Graff, responsable efficacité énergétique et innovation à l'AREC Occitanie, Bertrand Rodriguez, qui est avec nous en présentiel, le directeur de CAT ENR, et enfin Joël Fournier, responsable de l'ingénierie financière de la direction du pôle de développement de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Alors, Madame Langevine, vous êtes donc la vice-présidente de la région. Vous êtes en charge de la transition écologique, on l'a dit. Et vous êtes là pour nous parler du budget vert. Alors, le budget vert, qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et tous. Effectivement, la région Occitanie s'est engagée dès le début du mandat, début 2016, sur une trajectoire très ambitieuse qui est celle d'être la première région à énergie positive en Europe, c'est-à-dire de couvrir l'ensemble de ses consommations d'énergie finale, les mobilités, le chauffage, le logement, les entreprises, par de la production d'énergie renouvelable ici en Occitanie. Nous avons scénarisé une trajectoire co-construite avec une centaine d'experts, d'acteurs, et qui nous a permis de mesurer finalement les marches à gravir sur le volet de l'efficacité et de la sobriété, donc de la réduction des consommations, mais aussi sur la multiplication par 3 des énergies renouvelables. Une fois qu'on a mesuré euh, finalement la marche à gravir, nous avons adapté des outils de financement, des dispositifs de subvention qui vont de l'innovation à la recherche jusqu'aux projets d'énergie participative et citoyenne, par exemple. Et nous avons également redéployé et redesigné, j'ai envie de dire, notre agence régionale de l'énergie et du climat pour là aussi accompagner avec d'autres outils financiers et d'autres véhicules des projets, toujours pareil, de territoire, des collectivités, des entreprises, des citoyens, de l'envie, de l'engagement jusqu'à l'investissement. Nous sommes désormais à la fin du mandat. Et ce qui a été très important dans cette séquence, finalement, que nous traversons de crise sanitaire, qui n'est pas étrangère, vous le savez, à une crise écologique majeure, une crise désormais sociale et économique. Donc, nous avons, plutôt que d'être dans un énième plan de relance, nous avons adopté un pacte vert, un Green New Deal qui nous permet vraiment de renforcer et surtout de mettre en cohérence, en synergie, toutes nos politiques publiques et pas uniquement celles dédiées à la transition, donc celles en matière d'aménagement de territoire, de tourisme, de développement économique, pour s'assurer que toutes ces politiques vont dans le sens d'une transition et qu'elles sont favorables au climat. Et donc, l'outil que nous déployons effectivement pour évaluer l'ensemble de nos politiques, c'est-à-dire l'ensemble de nos dépenses, plus de 3 milliards d'euros, 3 milliards, 7 et quelques euros, nous avons donc décidé d'évaluer l'ensemble de nos dépenses, ligne par ligne, par rapport à leur impact sur le climat. Est-ce que ces dépenses sont favorables au climat? Est-ce qu'elles sont défavorables au climat? Ou est-ce qu'elles sont neutres ou encore à définir parce que nous n'étions pas complètement outillés pour faire ce travail? Est-ce Alors, qu'on pardon, peut... je vous coupe, Oui. mais concrètement, une dépense qui ne serait pas favorable au climat, vous allez décider de ne pas la faire? Alors, on en fait encore Mhm. des dépenses, par exemple, sur tout ce qui est
le déploiement, par exemple, des mobilités, du transport en commun. Il y a une partie évidemment qui va être cotée en favorable au climat parce que c'est du report modal, parce que c'est du transport en commun. Mais on ne peut ignorer qu'il y a des dépenses de carburant. Il y a encore des cars qui roulent au diesel, qui sont défavorables. Donc c'est un travail très très fin qui peut effectivement être encore défavorable au climat. La part est minime de celles qui ont été évaluées, 4%, 26% favorables ou très favorables au climat, et encore un exercice qui reste, par exemple, à évaluer par les dépenses de formation, qui est un gros poste pour les régions. Donc, l'idée, c'était d'engager ce processus parce que c'est à la fois un exercice de transparence pour nos citoyens. Est-ce que l'ensemble des dépenses sont favorables au climat? C'est-à-dire qu'il faut inverser et se retirer effectivement de tout ce qui est subvention à ce qui nuit au climat, ce qui finalement continue à émettre des gaz à effet de serre, par exemple, pour s'assurer que d'un côté, on ne va pas financer des ENR, mais de l'autre, continuer finalement à détruire l'environnement. Donc c'est un exercice de cohérence. Est-ce que ça a été facile de convaincre les élus qui sont à vos côtés? Alors, c'est plutôt l'administration, hein, parce que c'est un lourd travail sur un exercice budgétaire de cette dimension. Mais ce qu'on peut aussi vraiment mesurer, c'est l'appropriation. Parce que l'idée, c'est aussi de monter en compétence pour toute cette administration. Et au moment où un chargé de mission ou un directeur va penser à telle ou telle aide, à tel ou tel critère de conditionnalité des aides, ben, il aura déjà cette évaluation climat et donc ce souci qu'il aura intégré de mieux appréhender aussi les impacts des politiques qu'il va proposer aux élus. Donc c'est un formidable outil de transversalité, de formation et de montée en compétences et d'appropriation aussi par les administrations. Donc c'est un exercice vraiment gagnant-gagnant. Et on en est où alors aujourd'hui? Alors on a adopté, nous sommes la première région à avoir adopté un budget vert. Donc je le rappelle, ce n'est pas uniquement les dépenses qui sont consacrées par exemple à la transition, mais c'est vraiment l'évaluation de toutes nos dépenses ligne par ligne, avec maintenant une démarche, puisque qui va être beaucoup plus collective avec d'autres régions de France, la région Grand Est, la Bretagne, la Réunion aussi, pour vraiment nous outiller mieux et faire cette évaluation sur l'ensemble des dépenses et surtout mesurer l'amélioration. Le but, c'est évidemment qu'il n'y ait plus de dépenses défavorables au climat. Est-ce que ça va être possible, ça, rapidement? Alors, pour que ce soit possible aussi, ça nous oblige, quand on pense au poste des mobilités, à investir aussi de l'innovation, par exemple, au changement de véhicules en mobilité lourde, hein. Je pense par exemple à l'hydrogène vert. Nous avons un plan ambitieux pour produire, distribuer et faire concilier des usages avec l'hydrogène vert. Donc, on investit pour que des futurs bus, par exemple, je pense à un projet à Montpellier, puissent être neutres en carbone. Parce que le pacte vert, c'est vraiment s'aligner sur l'objectif du Green New Deal, c'est-à-dire d'atteindre la neutralité carbone en 2050. D'accord. Et ce choix de budget vert vous permet aussi d'ouvrir de nouveaux financements et de nouvelles opportunités. Nous le savons, les exercices budgétaires 2021 et 2022 vont être contraints, notamment par la perte de recettes liée évidemment à la crise économique, cumulée à des dépenses qui, bien sûr, n'étaient pas prévues pour être aux côtés de nos concitoyens en matière de santé, les entreprises qui souffrent, les commerçants, les artisans, donc des budgets qui vont être compliqués. Et donc de pouvoir faire cet exercice de transparence et de bien flécher ce qu'on appelle des actifs, enfin des investissements décarbonés, ça nous permet aussi d'être plus agiles et de pouvoir mobiliser des fonds. Je pense notamment à la Banque européenne du climat, qui elle aussi a ses propres trajectoires de décarbonation donc de ses actifs. Donc ça va nous permettre bien sûr d'être peut-être plus attractifs par rapport à des fonds, qu'ils soient publics ou privés, que l'on pourra mobiliser au bénéfice vraiment des acteurs du territoire et de la région Occitanie.
Alors on l'a vu là tout au long de cette journée, tous les intervenants quasiment qui sont venus ici ont cité la région, une fois parce qu'elle les soutient, financièrement, une fois parce que grâce à une structure, elles peuvent recevoir de l'aide du conseil. Hem, Financièrement justement, sur le volet financier, la région est aux côtés des porteurs de projets, aux côtés des citoyens qui veulent s'engager dans les ENR. À quelle hauteur? Comment ça marche? Comment la région peut aider à la fois les porteurs de projets et les citoyens à s'engager sur les énergies renouvelables? Bah, déjà par, volonté politique, hein, ça c'est quand même, la première impulsion, qui est chère à Carole Delga, la présidente de la région, mais aussi par, la mise en convergence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le budget consacré aux ENR, il y a le budget innovation, le soutien aux entreprises, le soutien aux collectivités, locales. Donc c'est l'ensemble des dépenses qui doivent converger vers, cette, atténuation et surtout adaptation au changement climatique avec, et là ça a été aussi un pari que nous avons pris parce que la région n'est pas forcément, perçue comme, l'échelon de proximité naturelle, hein, avec le citoyen. Nous avons, donc, à la fois fléché des budgets participatifs, dont un qui s'appelle «Ma solution pour le climat». Nous avons, parce qu'il s'agissait pas d'être un sous-budget, nous avons, mobilisé 2 millions d'euros pour accompagner tous les citoyens, les collectifs, sur des initiatives, des solutions très concrètes à l'échelle de leur espace de vie, pour déployer des solutions. Donc là aussi, avec des subventions qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros, qui est un budget important que nous confions aux citoyens pour accélérer cette transition écologique et énergétique et d'adaptation au climat, bien sûr. J'oublie pas la biodiversité. Et là, la convention, citoyenne Occitanie aussi, qui nous a permis, finalement, de traduire des propositions, là aussi, très concrètes, hein, de citoyens dans, le pacte vert. Donc c'est toute une trajectoire qui va de l'entreprise, de la collectivité locale jusqu'aux citoyens parce que là aussi, il ne peut pas y avoir de transition, sans transition, citoyenne et démocratique, c'est très important, aux côtés, bien sûr, de la mobilisation des investissements financiers. Et on sait, mais je crois que Bertrand va en parler, que l'épargne citoyenne est aussi, voilà, à mobiliser, dans cette transition. Et vous, en tant qu'élu de terrain, pour revenir sur un aspect un peu plus, politique, est-ce que en tant qu'élu de terrain, vous ressentez quand même ce besoin des citoyens de s'orienter maintenant vers les énergies renouvelables? Cette envie justement, cette envie d'énergie renouvelable? Est-ce que vous la Alors sentez monter, hein, sur le territoire? Alors, ce qu'on sent, monter sur le territoire, c'est quand même, l'envie de changer de modèle de production, de consommation. Alors ça s'exprime très fortement, bien sûr, sur l'alimentation, sur le choix de produits, locaux, de produits, sains, pour, sa santé. Ça se porte aussi, beaucoup sur, les espaces naturels. On l'a vu à la sortie du confinement, il y a eu vraiment une fréquentation accrue des espaces naturels, de se reconnecter avec la nature, avec les forêts. Nous avons un plan arbre et carbone vivant qui marche aussi très, très bien. Il s'agit de planter des arbres et des haies, pour justement, permettre d'atténuer, le réchauffement climatique. Et nous avons aussi, cette même appétence, j'ai envie de dire, cette même envie qui s'exprime maintenant effectivement sur l'énergie, alors que c'était peut-être plus abstrait, hein, puisqu'on appuie sur un bouton et on a de l'énergie, c'est quelque chose de plus compliqué. Sur pareil, les circuits courts avec, maintenant cette envie, de ce qu'on appelle l'autoconsommation, de pouvoir, vraiment, produire, consommer ce qu'on produit en l'intégrant aussi à des usages. Et donc on s'oriente maintenant vers un système énergétique qui est beaucoup plus décentralisé, malgré des fortes résistances, du gouvernement et de l'État, notamment, liées au modèle, très, nucléaire français, mais c'est un autre débat. Avec donc, un projet de territoire. Le projet énergétique, c'est un projet de territoire qui va de la production, mais aussi de la consommation, et qui dit consommation, dit efficacité énergétique, et donc ce grand chantier qui est celui de la rénovation des logements pour nos particuliers, où là aussi, nous avons lancé depuis le 1er janvier un grand programme, des guichets uniques sur l'ensemble du territoire, 32 guichets uniques, Rénov' Occitanie, pour là aussi, du premier conseil jusqu'au financement, puisque nous allons, finalement nous substituer aux banques et donc prêter aux ménages,
pour pouvoir rénover son logement. On a accueilli Vincent Feuillette tout à l'heure L'a qui nous en expliqué. a Très longuement bien. parlé. C'est l'occasion d'en reparler. Donc, Rénov Occitanie, un site internet pour trouver Voilà, effectivement les coordonnées et pouvoir se rapprocher de ce service citoyen tout nouveau. tout nouveau. D'accord. Juste, vous l'avez évoqué tout à l'heure rapidement, mais peut-être ça vaudrait le coup d'y revenir. La crise sanitaire, elle a forcément impacté les budgets des collectivités, et donc forcément celui de la région. Est-ce qu'elle ne risque pas de remettre en question cette histoire de budget vert? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités ailleurs? Alors, la crise sanitaire et la crise économique, c'est la conséquence d'une crise écologique, hein. La déforestation, le fait que quand on éradique la biodiversité, la transmission des virus des animaux vers l'homme va être de façon évidemment plus récurrente. Il y a l'impact du réchauffement climatique, on l'a vu encore hier pour la région Occitanie dans le Tarn et Garonne et dans le Tarn. Ici, la tempête Gloria, on sait maintenant le coût de l'inaction en matière de climat sur les inondations, les épisodes extrêmes, sur la santé, bref. Donc non, il n'y a pas d'autre priorité que de s'adapter au changement climatique, d'autant plus que ça crée du bien-être et de la santé pour nos habitants. Ça crée de l'activité économique et de l'emploi. On le voit ici, nous sommes dans une université qui délivre vraiment des formations, je pense à la SUP-ENR ou l'ensemble des formations qui sont dispensées en matière de génie écologique. Là, l'arbre solaire, on le voit, c'est pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur d'activité économique et avec aussi ce qu'on appelle, c'est très à la mode maintenant, la résilience. Il faut qu'on puisse adapter nos territoires et il n'y a pas d'autre urgence ou d'autre priorité que celle-ci. Très bien, merci Madame Langevin. On va Merci. enchaîner avec Monsieur Legarf, Gonaël Legarf, qui est donc le responsable efficacité énergétique et innovation à l'AREC Occitanie. Alors l'AREC, c'est l'Agence régionale énergie-climat, une agence qui est donc au service de la transition énergétique des territoires. Mais tout ça est bien beau, mais en gros, Monsieur Legarf, à quoi ça sert l'AREC? Bonjour, merci de me donner la parole. Et comme vous l'avez dit, c'est une agence régionale, donc certains ici présents pourraient encore mieux en parler que moi, mais je vais prendre la main là-dessus. Donc l'AREC, Agence régionale énergie-climat, c'est une agence qui a été fondée par la région, qui a une très forte présence forcément au sein de cette agence, et qui a 3 grandes activités. Une première, vous en avez déjà parlé, je vais y passer peu de temps, une délégation de service public sur le sujet Rénov Occitanie. Mhm. On Une peut encore deuxième en parler, on activité, peut quand même encore en parler parce que pour le coup, c'est très très bien, pratique et ça concerne beaucoup de gens. très bien. Et bien voilà, Rénov Occitanie, comme ça a déjà été évoqué, hein, l'objectif c'est une activité qui a pour but d'accompagner les particuliers. C'est un service public de la performance de l'habitat. Qui a pour objectif d'accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique, aussi bien en apportant du conseil et des éléments techniques, en travaillant sur les audits énergétiques et des éléments de ce type qui permettent ensuite d'aller sur une réalisation efficace et de mobiliser les dispositifs de financement et d'aide qui existent au niveau de la France. Et donc voilà, ce volet technique et qui apporte aussi un volet financier, où comme le précisait Madame Langevin, il y a tout un volet prêt et pré-relais qui peut exister pour apporter de l'avance de phase sur la partie subvention ou alors pour financer les travaux. Donc voilà, Très première bien. activité, délégation de service public sur le sujet Rénov Occitanie. Une deuxième activité d'étude, donc, qui a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets, alors très fortement les collectivités, mais il y a quand même une ouverture là-dessus, sur les différents porteurs de projets qui sont des personnes morales, hein, pour bien scinder avec la partie particulier. Donc accompagner dans les études sur les volets énergétiques, donc aussi bien sur le volet financier, juridique que technique. D'accord. Voilà, permettre au projet de se faire. Et le dernier volet, qui n'est pas des moindres, une activité d'investissement sur justement l'investissement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'innovation en lien avec l'énergie. Donc voilà, une activité d'investissement en direct en porteur de projet, donc c'est de la prise de participation en montage de sociétés de projet, on y reviendra sûrement un peu plus tard.
une activité d'étude en accompagnement des porteurs de projets et une activité donc de délégation de services publics de la région. Il y a deux structures, peut-être pour juste comprendre. Hein. Il y a une activité, une structure qui est entièrement ou quasiment entièrement portée par la région, qui est une structure qui travaille au profit uniquement des collectivités. Et à côté de ça, pour la partie investissement, une structure qui existe et qui porte un certain nombre de capitaux pour investir, avec la région qui est très fortement présente dans cette structure, mais également la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, et certains établissements bancaires, et donc notamment Joël Fournier qu'on retrouve sur cette table ronde, qui est présent dans les prises de décision de cette structure d'investissement. Justement, donc voilà, c'est pardon. Comme je finis juste là-dessus, ça agit avec un rôle de facilitateur de transition pour la transition énergétique. Ok. Concernant l'investissement, comment vous agissez? Quels sont les leviers que vous proposez et à qui? Alors, concernant l'investissement, l'objectif, c'est que l'AREC ne sera pas le porteur de projet principal. On ne sera jamais l'acteur qui fera de A à Z avec tout le volet technique qui sera apporté. Donc voilà, on n'aura pas ce rôle-là de porteur de projet principal. Par contre, à côté de ça, on est là pour permettre aux acteurs qui souhaitent faire et qui ont du foncier disponible de faire, qui ont la matière première, on va dire, hein, pour avancer. On va être là pour proposer un rôle d'investisseur avec des porteurs techniques. Donc voilà, il va y avoir à chaque fois un acteur technique qui va être capable, par exemple, de travailler sur de la mise en place d'éolien, de la mise en place de bois énergie, de la mise en place d'hydroélectricité, et on va venir travailler avec cet acteur-là en complément et en apportant une participation financière dans la structuration du dossier et donc dans le financement de ce dossier-là. Justement, les porteurs de projets, quand ils investissent à hauteur de quel pourcentage en fait? Sur combien de pourcentage d'aide peuvent-ils compter Alors, c'est pas une logique d'aide. Hein. Pour expliquer un petit peu le fonctionnement, quand on est sur un montage de projet énergétique, on s'appuie très fortement sur les mécanismes qui existent dans tous les autres domaines d'activité. On va retrouver trois types d'actions. Hein. Soit un acteur va vouloir, à les compétences, à le savoir-faire, et va vouloir installer sur son périmètre une activité énergétique. Donc, par exemple, hein, un changement de chaudière, si on prend l'exemple par exemple, d'un acteur industriel ou tertiaire, une commune qui a une chaudière fuel, qui veut changer pour arriver sur un nouveau type de chaudière qui aura une meilleure capacité énergétique, qui aura des meilleurs rendements et qui sera fait donc qui permettra d'avoir une énergie renouvelable, soit il va investir directement, il va éventuellement faire venir bien sûr hein, des acteurs, des porteurs techniques pour faire l'installation, mais voilà, il va directement financer et porter le projet lui-même. Ou alors il a deux autres façons de faire. La première, c'est un terme un peu barbare, mais qu'on utilise tous assez régulièrement, il va avoir du tiers investissement, c'est-à-dire qu'il va rester le maître d'ouvrage, il va rester la personne en charge de son projet, mais il va aller chercher du financement à côté pour permettre au projet de se faire. Et donc le tiers financement qu'on connaît le plus, c'est du tiers financement bancaire, donc un crédit bancaire, pour justement avoir les fonds pour porter son projet. La dernière solution, et c'est là que nous on intervient, c'est ce qu'on appelle du tiers investissement. C'est-à-dire que là, le porteur de projet va dire « Moi, c'est des thématiques que je maîtrise beaucoup moins, des enjeux que je maîtrise moins, donc je vais chercher des acteurs qui pourront être porteurs à côté de moi, à ma place. » Et donc ces acteurs-là, ils vont venir constituer le projet de A à Z, le financer, assumer les risques, et moi, après, j'achèterai par exemple l'énergie qui sortira de ce projet. Donc, j'achèterai la chaleur qui sortira, par exemple, de cette chaudière. Donc, qui peuvent être ces porteurs qui viennent à côté des investisseurs? Industriels. Alors, excusez-moi, juste pour comprendre, vous voulez dire vous parlez des porteurs de projets qui viennent aux côtés des investisseurs. C'est qui? C'est des collectivités, oui, des particuliers, des entreprises, des...
Alors, bon, généralement, on va avoir un bénéficiaire. Admettons, on est sur une collectivité, la collectivité avec son changement de chaudière. Elle va, par exemple, je vais citer des noms qui sont connus, hein, mais c'est loin d'être les seuls. Elle va avoir un Dalkia, elle va avoir un Cofeli, donc des entités qui proposent les services aux communes là-dessus et qui vont proposer d'avoir cet investissement. Donc, ce sera des porteurs techniques. Et l'objectif, c'est d'apporter une prise de participation dans ce montage-là par la REC avec un rôle de tiers de confiance pour les communes pour assurer que le projet puisse se faire dans la bonne façon et apporter également une part du financement pour que le projet se fasse, donc avoir un côté parfois décisif pour que les projets puissent se mettre en place, parce que les porteurs de projets ne voudront pas forcément investir la totalité des montants. D'accord. L'investissement vert, c'est en fait, vous me disiez, consiste à faire coexister la finance et l'économie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là? Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, hein, le terme investissement vert, la complexité, c'est qu'il n'y a pas une définition formelle stricte qui en existe et qui est partagée par tous. On y met un certain nombre de termes. Et moi, d'avance, désolé, j'ai un prisme énergie, donc je vois ce côté-là énergie et je maîtrise beaucoup moins les autres sujets autour de l'investissement vert. Pour autant, ce que je peux remarquer, c'est que dès qu'on est sur des enjeux d'investissement vert, on fait coexister deux mots. Le premier, c'est le mot finance, avec les logiques de financement, d'apporter des fonds, d'apporter de l'argent, et le mot économie qui vient dans son origine étymologique de l'administration de la maison et qui apporte une dimension différente, une dimension de ressources. Et c'est là où on voit la différence, c'est qu'en soi, l'argent, c'est une ressource, mais un certain nombre de projets se font en regardant, en observant un sujet de rentabilité financière. L'objectif sur l'investissement vert, du moins vu du prisme que j'ai, c'est d'être capable d'intégrer une notion de rentabilité économique, donc d'intégrer d'autres notions de ressources que uniquement le financier. Voilà, donc des enjeux carbone, des enjeux énergétiques, des enjeux plus complexes à appréhender de mon point de vue, mais des enjeux de biodiversité, d'emploi, de local. Et voilà, c'est d'être capable de faire coexister ces deux thématiques et de ne pas s'intéresser que à la partie financière, mais d'avoir un bilan rentable sur ces ressources complémentaires. Aujourd'hui, quand même, il semble que la plupart des porteurs de projets soient d'abord mobilisés sur l'énergie verte, enfin, sur une volonté éthique, moins d'investir dans quelque chose de rentable. C'est toujours la complexité, c'est qu'un projet qui est extrêmement vertueux, mais qui a une rentabilité financière limitée, aura toujours peu de porteurs qui se proposeront pour mener à bien ce projet. Et à l'inverse, on retrouve, malgré, il y a en effet une tendance qui est très bonne, hein, de mêler ces deux termes le plus possible. On retrouve quand même un certain nombre de projets qui se font encore, c'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore, hein, bien sûr, c'est des projets qui se font uniquement avec cet enjeu de rentabilité financière. Mais bien sûr, il y a une mouvance, et heureusement, dans le sens de mêler ces deux thématiques ensemble. De toute façon, j'imagine que rentabilité financière, quand il y a, elle n'est pas immédiate. Quoi qu'il en soit, il faut investir pour l'avenir. Quoi qu'il arrive, en effet, oui, dès qu'on est sur des notions d'investissement, on est sur des démarches pluriannuelles. Typiquement, quand on regarde les modèles étudiés par la REC, on est sur des enjeux qui dépassent souvent largement les horizons 15 ans, qui peuvent aller jusqu'à des horizons 30 ans. De façon générale, dans les modèles financiers, et donc là, on se raccroche à l'existant pour que les projets puissent aller au bout, on retrouve rarement des projets sur lesquels on a cette capacité à voir plus que 30 ans. Pour autant, voilà, on essaye d'aller le plus loin possible en termes de vision là-dessus. En effet, c'est un investissement long terme qui doit permettre, en effet, au long terme, d'avoir un impact économique pertinent. Et comment faire pour ces porteurs de projets pour mobiliser des fonds? Comment peuvent-ils faire? Alors, pour mobiliser les fonds, au final, voilà, je vous donnais les trois exemples. Hein. Un acteur fait lui-même avec ses propres fonds. Il va chercher, sinon, du financement avec cette logique de tiers financement, ou alors il va avoir des acteurs qui vont venir faire du tiers investissement, et ce tiers investissement sera souvent lié à une démarche contractuelle et une notion de contrepartie.
je redonnais l'exemple, hein, un changement de chaudière ou un portage de toute une logique de chaudière ou de production de chaleur. En face, la condition souvent pour que des actes comme ça se fassent en tiers investissement va être qu'il y ait un achat de cette chaleur par la commune qui utilisera le service. Donc, pour réussir à profiter de fonds, bien sûr, il y a des démarches de subvention qui existent, il y a des éléments, bien sûr, dans ce sens, mais on retrouve un acteur qui est quand même malgré tout central. C'est un acteur, je veux dire, une ressource, c'est la mobilisation la mobilisation de l'épargne dans un sens général, et où l'établissement bancaire a une part qui est quand même très importante. Pour vous donner des exemples sur les projets qu'on voit passer très régulièrement et sur lesquels on travaille au sein de l'activité d'investissement de la REC, si on prend un exemple d'un investissement autour de 1 million d'euros, les acteurs qui viennent prendre du capital social, qui viennent monter l'activité en tiers investissement, vont apporter environ 20% des fonds, donc environ 200 000 euros. Et l'établissement bancaire va souvent apporter un apport autour des 80%. Donc voilà, on retrouve une présence très forte de cette mobilisation d'épargne et de cette mobilisation de fonctionnement de dette, que ce soit avec du financement citoyen, que ce soit avec de la partie bancaire. Mais voilà, on retrouve vraiment ces logiques-là. Et ensuite, eh bien, pour réussir à monter des projets, donc s'il y a une démarche de tiers financement, on trouve les ratios tels qu'évoqués. S'il y a une démarche de tiers investissement, donc un porteur qui vient porter le projet à la place d'eux, la logique contractuelle est essentielle, et au final, on est dans un monde un peu particulier où à chaque fois qu'on veut mettre en place un actif énergétique avec cette logique-là, on vient créer une société qui existera pendant une durée déterminée, qui viendra porter un actif énergétique, qui viendra prendre une dette, qui prendra des capitaux venant de porteurs de projets, et qui n'existera que s'il a en face une démarche contractuelle pour qu'il y ait un achat de l'énergie produit dans le projet. Donc voilà, c'est une logique assez particulière dans le monde de l'énergie, mais on fonctionne avec les outils et les démarches qui se sont propagées sur cette thématique. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il faut investir dans les énergies vertes? Un peu piège. Quelles sont les bonnes raisons? Non, mais il n'y a pas de... La question serait plutôt pourquoi on ne le fait pas. C'est-à-dire que c'est essentiel de le faire. C'est essentiel d'avancer dans ce sens-là. Donc, il faut le faire, et là-dessus, il n'y a pas de question à se poser sur pourquoi le faire. Je pense que la limite est plutôt pourquoi est-ce qu'actuellement on ne le fait pas assez. Je retourne un petit peu la question, mais on est plutôt là-dessus. Je vais essayer, si ça vous va, de vous donner quelques chiffres. En France, avec les données d'I4CE, donc Institute for Climate Economics, il y avait historiquement une branche recherche et climat au sein de la Caisse des dépôts, qui s'est scindée en une activité recherche et qui a récupéré ses activités d'investissement. Donc I4CE, l'activité de recherche, sur la partie financement et carbone et climat. Il y a un besoin d'environ 60 milliards d'euros d'investissement dans les énergies renouvelables et dans les démarches, dans les infrastructures énergétiques en France, donc nécessaires jusqu'à 2030-2040 pour atteindre des objectifs pertinents en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation énergétique. À l'échelle du monde, c'est environ 14 trillions d'euros par an. Je reviens sur les 60 milliards. En France, on est à peu près en termes de dépenses d'investissement sur ce segment-là, et donc encore une fois, le panorama des énergies climat, des financements climat, fait par I4CE, on est environ à 30 milliards d'euros d'investis tous les ans. Donc on est à la moitié du chemin. Il reste encore des choses à faire. Hein. On l'a commencé quand, le chemin? Vous dites on est à la moitié. Le chemin, alors, à quel moment est-ce qu'on l'a commencé? Je ne peux pas vous dire à quel moment est-ce qu'on a commencé à regarder la démarche de souvenir les recherches d'I4CE ou le travail d'I4CE. Il a commencé autour de 2014-2015. Il faudrait vérifier, je ne peux pas vous dire de choses très très sûres là-dessus. La question pourrait se poser de est-ce qu'il y a suffisamment d'argent pour faire ça, hein. Donc on rappelle, on est à 30 milliards, il faudrait être à 60 milliards. Si on regarde l'épargne des Français, donc de l'argent en soi disponible, on est à 2,5 trillions d'euros disponibles. Donc de l'argent qui existe
je parle juste des faits d'existence, et qui pourraient être mobilisés sur le principe, il y en a. Il y en a suffisamment. Malheureusement, tout l'enjeu, c'est de réussir à avoir les conditions pour que d'un point de vue financier, on puisse s'y retrouver, c'est d'avoir les porteurs de projets et c'est voilà, de réussir à trouver toutes les conditions pour que les projets puissent se faire. Il y a un rôle que prend à bras-le-corps la région dans ce sens-là. Nous, on essaye de jouer une part là-dedans pour être avec les porteurs de projets et permettre aux projets de se démultiplier. Pour autant, la complexité, je pense, est à chaque fois d'être capable d'avoir des porteurs pour avancer sur la thématique et de trouver les bonnes conditions pour que chaque projet au cas par cas puisse se faire. Il faut continuer à convaincre, donc. Exactement, il faut continuer l'action, il faut continuer à convaincre et on fait tout notre possible pour aller dans ce sens-là. Très bien. Merci, Monsieur Le Garff. On va maintenant se tourner vers Bertrand Rodriguez qui est avec nous ici à Perpignan. Bertrand Rodriguez, vous êtes le directeur de CAT-ENR. CAT-ENR, donc une coopérative d'énergie participative ici dans les PO. Elle a été créée en 2014. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse du projet, s'il vous plaît? Bonjour, oui. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être à l'université, donc où j'ai fait le master énergie solaire à son ouverture en 2005. Et on pourrait dire que la genèse de CAT-ENR commence à ce moment-là, où en effet, on suit à la fois des cours théoriques et on a la chance d'être sur une université qui propose une pluridisciplinarité. Et assez vite, on confronte en fait notre regard vu sur le prisme énergie avec des sociologues, des biologistes, des géographes, des juristes, etc. etc. Et on prend du coup la mesure en fait de l'ensemble des champs qui sont à mener et qu'on vit une crise qui est une crise écologique qui touche tous les domaines de notre société. Et donc on crée une association en 2006 qui s'appelle Énergie citoyenne à l'université de Perpignan, qui dans un premier temps est là pour fédérer la promotion, pour travailler sur les pratiques environnementales de l'université, et de dire que les usagers pourraient participer aussi aux réflexions, pourraient agir pour le recyclage, pour etc., etc., dans leur métier au quotidien. Et puis, on devait trouver des fonds pour aller en deuxième année suivre des cours au four solaire d'Odeio, et donc toute la partie solaire haute température, solaire thermodynamique. Et donc en 2006, on crée une association sans prétention, j'allais dire au départ. Voilà, on sent qu'il y a des choses à faire, on y va, on verra bien ce qui se passe. Et ça donne lieu à la création d'une AMAP, à la création d'un atelier vélo en autoréparation sur la cité universitaire, aussi un jardin collectif potager sur la cité U. Et puis une semaine de l'environnement qui a lieu chaque printemps. Et c'est l'occasion de faire venir tout un tas de conférenciers, faire des ateliers, etc., etc., avec un peu de budget de l'université. Hein. Il y a des budgets pour les projets étudiants. Et donc, voilà, ça foisonne pas mal. Et on suit donc dans l'historique le développement notamment d'Enercop en 2005, au moment de l'ouverture du marché de l'énergie. Donc Enercop au niveau national, qui est un fournisseur d'électricité. Puis Énergie partagée en 2009, qui est un fonds d'investissement dans les énergies renouvelables et un fonds d'investissement citoyen. Et puis, plus localement, Enercop a créé une coopérative régionale à Montpellier en 2012. Et il y a quelques coopératives en France qui naissent. Donc, je pense à, par exemple, Combraille Durable en Auvergne, les centrales villageoises en Rhône-Alpes, Confluent Énergie à Prades, donc localement aussi ici. Et on regarde de près ce qui se fait. Et on se lance donc en 2014 par une association de préfiguration en mai. On répond à l'appel à projet de la région, donc le NRCC, donc Énergie Renouvelable Coopérative et Citoyenne, dont on est lauréat. Et c'est vrai que c'est un gros booster. On a été accompagné par le département et l'URSCOP pour rédiger des statuts, donc d'un statut un peu particulier, qui est donc une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, j'imagine qui a été développée tout à l'heure, enfin précédemment à la table ronde. Et fort de un été de présentation de notre projet, on trouve un paysan boulanger qui s'installe à Elne et qui rénove une bâtisse agricole.
Donc pour lui, il a envie de faire des panneaux solaires, sauf qu'il est embarqué dans la rénovation de son bâtiment, son projet changement de vie, hein. C'est quelqu'un qui était géotechnicien à la RATP à Paris, voilà, avec une vie de famille, etc. Et donc il ne peut pas se sentir de porter à la fois l'investissement, l'aspect administratif, le raccordement, le tarif d'achat, quel installateur, quel panneau, quel onduleur, etc. etc. Et il se dit, mais je ne peux pas faire face à tout ça, en fait, je ne saurais pas faire les bons choix. Et c'est quelqu'un qui a une appétence collective qui est donc c'est une structure un peu sœur en agriculture qui est administrateur d'un organisme qui s'appelle Terre de Liens, qui est l'équivalent d'énergie partagée du coup sur l'agriculture et peut faciliter l'accès au foncier pour les jeunes. Et donc, fort de tout ça, 6 mois plus tard, donc on passe l'association de préfiguration en coopérative, donc en SIC, pour de la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et vous avez aidé ce fameux boulanger à monter son projet? Et oui, on a en effet fait une installation qui est en fonctionnement depuis 2015. Donc vous l'avez accompagné sur quel volet, vous? Alors, l'idée là de la coopérative, c'est d'être le porteur de projet. Donc, on est pilote et à la manœuvre, donc ça veut dire qu'on est maître d'ouvrage de l'opération. On peut donc louer l'occupation du toit au propriétaire qui en devient bénéficiaire et on crée pour l'ensemble de nos projets, alors on peut l'appeler comité territorial, comité pilotage, etc. Mais un groupe qui va porter ensemble et donc qui va réfléchir à l'ensemble des questions qui sont à se poser lors d'un projet. Alors, je ne sais pas combien vous étiez au début quand vous dites on. Oui. Aujourd'hui, je vois que 274 sociétaires. Ça. Oui. Comment vous avez réussi à fédérer autant de monde finalement en peu de temps, en quelques années? Alors, on était une cinquantaine au départ. C'est vrai qu'on a fait 2 projets, dans les 2 premiers projets qu'on a fait sont des projets avec des agriculteurs. Donc ça a été beaucoup, et pour chaque projet on peut le retrouver, mais autour du bénéficiaire, on s'appuie sur ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, et c'est l'occasion de tisser des liens un peu plus étroits, en se disant que ce que nous consommons, on en est aussi propriétaire, garant, et que on a permis donc une amélioration, un épanouissement, une facilité dans l'activité. D'accord. Et donc, pour être sociétaire, il faut investir? alors oui, tout à fait. Donc, on a 2 outils principaux d'investissement. Le premier, pour être donc associé, et donc dans une coopérative, on dit sociétaire de la coopérative, on prend une part sociale. Donc c'est, on va dire, le ticket d'entrée minimum qui est à 100 €. Donc une part sociale qui a l'avantage d'être fixe et qui est nominative. C'est-à-dire que Pierre ne peut pas la vendre à Jacques, etc. Donc il n'y a pas de... le terme m'échappe, mais de spéculation possible sur ces parts sociales. Et c'est voilà, donc une entrée à l'Assemblée générale pour pouvoir décider les grandes orientations de la coopérative et éventuellement être plus actif. Ensuite, on a notamment un groupe d'une quinzaine d'ambassadeurs qui font émerger des projets, qui en parlent à leur entourage, qui sont là pour tenir des stands, pour pouvoir diffuser les informations quand on fait un projet. Et l'autre outil que nous utilisons s'appelle un compte courant d'associé, donc c'est un terme comptable. Ça se rapproche fortement d'un plan. Et donc, ça a l'avantage en fait de sécuriser l'investissement des sociétaires. C'est-à-dire que à l'établissement du plan, c'est une convention dans laquelle il y a une durée, il y a un taux fixe de rémunération de l'investissement. Et tout ça, on peut le faire grâce au contrat d'achat que nous avons dans une installation de production d'énergie renouvelable pendant 20 ans, par exemple sur le solaire, 15 ans pour l'éolien, on a un tarif d'achat. Et donc la garantie qu'on aura un acheteur obligé qui va nous acheter l'ensemble de l'électricité à un tarif prédéterminé pendant 20 ans, qui suit les cours de l'INSEE. Donc c'est du billard, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement sûr que du coup, on se permet de pouvoir le proposer à la population
grand public qui n'est pas outillé, a priori, à pouvoir faire une expertise comptable, une expertise entrepreneuriale d'un projet. Voilà, donc c'est l'outil donc compte courant d'associés qu'on privilégie. Aujourd'hui. Et ça rapporte combien? Alors là, on a 4 formules, c'est entre 2,3 et 3% brut, et il y a 30% de flat tax sur les intérêts comme pour des dividendes. D'accord. Et même question qu'aux précédents intervenants, avec la crise sanitaire et le besoin de relocalisation, est-ce que vous avez le sentiment que les personnes ont envie d'investir dans des projets plus proches de chez eux, plus locaux et forcément plus respectueux de l'environnement? Est-ce que Alors, vous avez senti cette tendance? ouais, il y a quelques chiffres, ça rejoint un petit peu les chiffres que donnait Gwen, mais il y a quelques chiffres qui permettent de comprendre l'enjeu auquel, le chantier auquel on a à faire face. Mais il faut savoir que donc aujourd'hui, les Pyrénées-Orientales produisent à peu près 20% de leur énergie. 80% que nous importons, c'est environ 2 millions d'euros par jour. Donc 700 millions d'euros à l'année qui quittent le département pour acheter de l'énergie, donc outre département, souvent polluante de plus. Et donc on se dit qu'avec en fait le développement des énergies renouvelables, qui plus est investi par des citoyens, donc ces bénéfices vont rester aussi sur le territoire. Donc il y a vraiment un enjeu fort là-dessus. Un chiffre aussi, c'est qu'un Français moyen émet plus de gaz à effet de serre par son épargne que par cette activité. Comment il fait ça? Donc, autrement dit, un Français moyen, il émet 10 tonnes de gaz à effet de serre, équivalent CO2, pour se nourrir, se déplacer, se loger. Son épargne en émet 15 tonnes. Donc il y a vraiment une nécessité de questionner l'épargne. À quoi sert-elle? Est-ce qu'elle sert à l'économie réelle? Est-ce qu'elle sert à développer les activités qui me sont proches? Est-ce qu'elle sert à développer des choses qui vont contribuer au combat climatique? Est-ce que voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion dans la population autour de l'épargne. On le voit depuis l'explosion du financement participatif sur tous les aspects, que ce soit d'énergie renouvelable ou pas. Et donc, l'effet de la crise, je pense que pendant la première crise, des gens ont eu le temps, connaissant l'activité que nous faisions, etc. Donc, on a eu pas mal de gens pendant le premier confinement qui, en fait, ont pu se poser et se dire bon, mais où j'en suis de mon épargne? Enfin, voilà, des questions qui sont peut-être difficiles à se poser quand on est dans l'emballement de la vie quotidienne. Donc, voilà, sur cet aspect d'épargne, on a eu un petit peu de décalage du fait de les études que nous menons, de faire développer et avancer nos projets. Mais on a une économie particulière sur les installations qui sont déjà là. Le soleil a continué de briller, donc en termes de chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de conséquences. Très bien. Aujourd'hui, KTNR soutient combien de projets? Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de projets en exploitation, principalement principalement des toitures photovoltaïques sur des bâtiments communaux, sur des bâtiments de paysans, sur des bâtiments d'artisans. Et donc avec toujours cette volonté de questionner l'activité et l'énergie qui est produite et à quoi va servir cette énergie. Et on a une cinquantaine de projets en études. On a notamment un projet, on a un marché, un partenariat avec la métropole de Perpignan, où on est mandaté pour faire émerger des projets sur le territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de communes, et notamment pas mal de communes qui ont pu peut-être prendre la mesure pendant les dernières municipales, où c'était un sujet récurrent pendant les campagnes. Et il y a peut-être une portée plus facile en début de mandat qu'en fin de mandat. Donc il y a pas mal de collectivités qui sont intéressées par ces sujets. Et donc ça peut être de la toiture photovoltaïque, mais aussi on a hors des premières installations où on a testé l'innovation sociale que de faire en mode coopératif le développement de projets. Et on a du coup une ouverture vers d'autres projets, que ce soit d'hydroélectricité par exemple, d'ombrières parking, d'éolien. Voilà, donc, un gros projet éolien, je crois, j'ai cru comprendre.
Alors, en effet, on a, depuis 2 ans maintenant, on est embarqué sur un projet éolien à la demande de 2 communes, donc sur les communes de Bagnols-des-Aspres et Brouillat, là en plaine. Et ce sont 2 communes qui ont eu un démarchage de développeurs qui ont eu une opportunité de voir ce que pouvait produire un projet éolien. Et donc, nous ont sollicité pour avoir une démarche donc juridique et financière sur la maîtrise du projet et donc en être pleinement à la gouvernance également. Et donc, on a un projet qu'on appelle un projet de co-développement. Donc, c'est avec le développeur Engie Green et Catener à 50% des voix sur la gouvernance. Et lors de la construction, il y aura 40% pour Catener et 60% pour Engie Green. Donc c'est la définition là de ce qu'on appelle un projet coopératif et citoyen, c'est-à-dire que principalement l'objet qui nous rassemble, c'est que ces projets soient portés par le territoire, coportés également, mais qui est bien voilà, cette gouvernance partagée. Et est-ce que vous appelez de nouveaux sociétaires à vous rejoindre? Alors oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, ces structures-là permettent à chacun de pouvoir s'identifier sur son territoire. Il y a 200 coopératives aujourd'hui en France et on en a vu quelques-unes tout à l'heure, mais oui, c'est l'occasion de pouvoir pousser sur son territoire le développement des énergies renouvelables et par-delà les activités du coup qui nous semblent chères. Quand on parlait des bâtiments publics ou chez des paysans, chez des artisans, donc faciliter ces activités, les renforcer. Et donc on peut tous, du coup, on disait par exemple sur les toitures solaires, adopter des panneaux, faire du cotoiturage. Et donc c'est l'accès en fait à la production d'énergie renouvelable et à l'accélérer plus facilement que peut-être porter un projet chez soi parce qu'on est à l'ombre, parce que je disais ce paysan boulanger qui se sentait pas d'y aller tout seul. Mhm. Donc à plusieurs, ça va mieux. Ben, c'est ça, et c'est que ce statut de société coopérative d'intérêt collectif permet à la fois d'associer les habitants, mais aussi toute structure, tout acteur du territoire, donc toute structure privée et publique. Donc on a des associations, on a des installateurs, des communes, le parc naturel régional des Pyrénées catalanes par exemple qui est sociétaire, etc. Et donc il y a vraiment cette intelligence collective qui œuvre et qui permet à plusieurs d'être plus forts, de pouvoir faciliter les choses, chacun amenant son panneau à l'édifice. D'accord, très bien. Et Pratsener, on retrouve un site internet. Comment on vous rejoint? Catener.org. Mhm. Oui, je me suis. Pardon. Non, mais c'est KTNR, oui. là où on peut montrer justement, ça tend la perche pour montrer une démarche collective, c'est que nous considérons complémentaires sur les territoires. Et par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, il y a 4 SIC d'énergie renouvelable. On est toutes sociétaires. Nous sommes sociétaires de toutes ces SIC et on travaille sur le partage de nos expériences, les différents montages juridiques et financiers, et au-delà, 200 coopératives en France, et puis avec un autre réseau européen qui s'appelle RESCOP. Et c'est cette force aussi de pouvoir partager les différentes expériences sans, alors ça dépend des projets, mais sans devoir cacher les montages de par le mot m'échappe aussi, mais le fait d'être concurrent avec d'autres. Et c'est enrichissant parce que du coup, ce mouvement né depuis peu de temps avance très vite, avance très fort, grâce justement à ce partage. Ce partage et ce réseau, on l'a vu effectivement tout au long de la journée, c'était vraiment important pour tous de travailler, de partir de petit, mais de monter et de surtout échanger pour ne pas rester seul dans son coin, effectivement. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons rejoindre maintenant Joël Fournier, qui est donc en visioconférence. Joël Fournier, il est responsable ingénierie financière à la direction du pôle développement de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On l'a vu tout au long de cette journée, il y a des objets financiers
si on peut parler comme ça, de tailles totalement différentes, du plus petit au plus grand. Ça est forcément une taille d'objet financé qui va changer la donne et modifier les circuits financiers. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette donne-là? Oui, alors complètement, hein, effectivement, quand on parle du financement des énergies renouvelables, il y a vraiment des univers complètement séparés, hein. Si on considère d'un côté, par exemple, sur un extrême, les grands parcs éoliens offshore en mer du Nord, et puis de l'autre, des centrales, par exemple, d'autoconsommation chez un particulier, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'investissements, les mêmes types d'acteurs et du coup les mêmes types de circuits financiers. Donc nous, comment est-ce qu'on se situe là-dedans? En fait, on est un établissement mutualiste, hein, avec un caractère territorial. Donc finalement, on est plutôt en ligne avec la tendance de fond de développement des énergies renouvelables, qui sont quand même malgré tout plutôt des énergies à profil décentralisé, on l'a déjà évoqué. Ça fait donc une douzaine d'années qu'on est sur ce segment-là, et puis qu'on finance à peu près 10 ou 12 projets par an, essentiellement de l'éolien, du solaire, et puis de l'hydroélectricité, un petit peu de méthanisation à la marge. Et qu'est-ce qui, pardon, je vous Donc coupe, je vous coupe. Qu'est-ce qui fait qu'une banque s'engage comme ça dans des projets d'énergie renouvelable? Alors, il y a deux aspects, hein. Il y a un aspect forcément commercial, hein, avec une logique de marché, et il y a un marché. Je pense que c'est important quand même de le réaffirmer, même si c'est pas la seule approche. Il y a quand même un marché, hein, une notion d'équilibre économique autour de ces projets. On n'est pas sur quelque chose de totalement factice, hein, purement subventionné. Il y a une cohérence économique. Donc forcément, nous, on est impliqué à partir du moment où cette cohérence est avérée. Et puis, ce qui joue également, je pense, c'est l'approche de certains établissements, surtout sur la phase initiale, dans les premières années où les énergies renouvelables ont été lancées. Je pense que des groupes qui étaient plutôt avec des caractères coopératifs, avec des politiques de RSE un petit peu orientées sur les populations locales, le développement durable, etc., ont quand même une partie d'entre eux pris compte de cette évolution et sont rentrés sur cette dynamique-là. Ouais. Voilà. Après, globalement, on est sur un marché qui s'est élargi. Aujourd'hui, tous les groupes bancaires financent de l'énergie renouvelable à peu près, puisqu'on est même plutôt sur un schéma où le financement de centrales traditionnelles, lui, devient de plus en plus compliqué, hein. Il y a des établissements qui ont arrêté totalement le financement de centrales thermiques, par exemple. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose qui s'est quand même vraiment démocratisé. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Et on a des schémas de financement qui sont quand même assez diffus, assez bien implantés maintenant. Ouais. Est-ce que vous arrivez à convaincre vos épargnants de s'engager aussi vers les énergies renouvelables? Est-ce que c'est un discours Alors, il y a des initiatives, alors pas forcément exclusivement au niveau de mon établissement, mais il y a des initiatives de collecte qui ont déjà été menées dans des établissements mutualistes pour financer des projets. Après, le problème que l'on a sur le fond, c'est quand même la simplicité de l'étude de financement et du nombre d'acteurs à rassembler, que ce soit du côté de la levée de fonds ou du côté du projet qu'on étudie. C'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est-à-dire que donc vous avez des très gros projets ou des projets de taille plus contenue, mais quand vous avez par exemple une belle centrale au sol de quelques hectares, où on parle en millions d'euros, on cible un projet. Donc on va faire une étude détaillée d'un projet, on va affecter quelqu'un qui va le regarder en large et en travers, et qui va pouvoir affecter un temps important dessus pour regarder ses spécificités. Donc là, je dirais que c'est relativement simple, parce que on peut prendre le temps d'étudier le dossier. Alors, il faut savoir que le seuil critique d'étude en fait, des dossiers, il n'est pas homogène entre les établissements, hein. Vous avez des établissements qui ne vont rien regarder en dessous de 100 millions d'euros, il y en a qui ne vont rien regarder en dessous de 15, il y en a qui ne vont rien regarder en dessous de 5. Nous, on est plutôt, enfin, dans mon équipe, on travaille plutôt sur une logique entreprise. On regarde en général les dossiers, les plus petits, ils font 500 000 euros, 1 million d'euros, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que des dossiers de cette taille-là. Il y a aussi beaucoup de petits projets diffus
Et ça va aller en croissant, notamment avec l'essor de l'autoconsommation sur les toitures des particuliers, par exemple. Et en fait, ça va être aussi un nouveau défi pour le secteur financier, arriver à financer des initiatives de petite taille, diffuses, et qui vont se multiplier, hein. C'est un peu le sens de l'histoire. Autre défi aussi que l'on rencontre, donc c'est des sujets de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous financez sur un schéma classique une entreprise type PME, structurée comme une PME, c'est ce qu'on finance traditionnellement, qu'on parle d'énergie renouvelable ou pas. Quand vous vous retrouvez sur des schémas plus complexes, c'est pas toujours facile pour un établissement bancaire de les appréhender. Donc petit à petit, il a fallu au fil du temps qu'on apprenne à travailler avec des SEM, avec des schémas coopératifs, avec des financeurs participatifs, etc. Et il y a eu une complexité de plus en plus importante sur ces dossiers, en termes de gouvernance également. Voilà, donc vous avez des circuits de financement qui sont assez diversifiés. Il y a eu d'autres exemples qui ont été évoqués. Donc il y a des outils de financement, fonds propres, dette, etc. Mais même au sein de la dette, du financement bancaire, vous avez les banques de financement à très grande échelle qui sont présentes, et puis vous allez avoir des établissements comme nous qui vont couvrir plutôt le bas du spectre, mais qui est très vivace en fait, en termes de production de projets. Voilà. Et typiquement, donc moi je vous parle de la partie entreprise, mais vous avez aussi le financement des installations pour les particuliers. Et donc là, on est plutôt sur une logique quand même d'appréhension globale de la situation du particulier, de financement moins peut-être ciblé sur la centrale ou le projet, mais plus sur les revenus du particulier dans ce cas-là. Mais il peut y avoir par exemple des offres bonifiées, ou des enveloppes dédiées sur certains types de financement. Voilà. C'est assez hétéroclite en fait, dans ce que l'on retrouve. En fait, les financeurs que vous êtes doivent apprendre à s'adapter, pour rester dans le coup, doivent s'adapter en permanence. Oui, alors, donc on a parlé des tailles de financement, on a parlé un peu des typologies d'acteurs qui peuvent être variées. Ce qui est important aussi, c'est de voir que les objets de financement, donc les types de projets, évoluent dans le temps. Il y a 10-15 ans, on était sur un schéma assez centré sur de la production d'électricité majoritairement, et sur de la centrale solaire, du parc éolien, de la centrale hydroélectrique, plus quelques autres applications. Mais les choses étaient assez standardisées. On avait le fameux contrat d'achat qui a été évoqué tout à l'heure. Donc on avait des projets un peu types. Aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a vraiment une multiplication, une déclinaison des sujets de financement, parce que les énergies renouvelables et de manière générale, le secteur, on va dire green au sens large, c'est de la production d'électricité, mais pas que. Ça va être de la production de fluides qui vont après pouvoir être transformés ou pas. Mais je pense par exemple sur tout ce qui est hydrogène. Ça va être, ou de la chaleur aussi. Ça va être des problématiques de transport. Donc on va être sur le véhicule électrique, sur le véhicule à hydrogène pour des flottes de bus, etc. Ça va être des problématiques d'équipement de l'habitat, donc par exemple tout ce qui est isolation, puisque finalement on peut jouer sur la production, mais on peut aussi jouer sur le contrôle des consommations. C'est une orientation assez forte des pouvoirs publics depuis quelques années maintenant. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de sujets avec des cadres assez différents, des cadres réglementaires différents, des typologies vraiment variées qu'il faut traiter. Et d'ailleurs, le financement bancaire ne traite pas tout. Il y a aussi des dispositifs extérieurs qui sont avérés assez pertinents. Je pense au crédit d'impôt, par exemple, sur des petits dossiers de particuliers. Enfin, il y a tout un tas de solutions. Mais pour nous, on doit quand même globalement regarder l'émergence de toutes ces filières et de tous ces sujets. Et c'est pas forcément simple, notamment quand vous êtes dans un établissement régional. Parce que quand vous êtes sur une équipe de taille critique avec 5-6 personnes dans une banque à Paris dédiée uniquement au secteur, vous avez du temps alloué à la recherche, vous pouvez aller dans des meetings, dans des conférences spécifiques, etc. Nous, quand on est en région, on doit toujours trouver un équilibre, parce qu'on n'a pas forcément le même niveau de ressources pour suivre les évolutions.
Très bien. On approche de la fin de cette table ronde. J'ai quand même envie de vous poser une question concernant l'épargne, puisqu'on parlait d'épargne tout à l'heure avec Monsieur Rodriguez. On a beaucoup entendu parler d'une épargne solide qui se serait construite justement pendant les périodes de la crise sanitaire. Est-ce que vous incitez, vous, juste les personnes qui épargnent chez vous, à se tourner vers des investissements comme ça dans des voies vers l'énergie renouvelable? Est-ce que ça peut être une opportunité pour eux d'utiliser cette épargne? Alors, il n'y a même pas besoin d'inciter les gens aujourd'hui. Je crois que c'est effectivement le vrai tournant qu'il y a eu depuis quelques années. Il y a une partie de la clientèle qui est très demandeuse en fait de ces sujets-là. Il y a eu l'émergence de plateformes, hein, notamment de financement participatif. En fait, il n'y a pas forcément un placement bancaire direct, mais souvent, typiquement, les plateformes peuvent passer des conventions avec les établissements bancaires pour aller chercher des souscripteurs. Et effectivement, alors, c'est pas forcément pour moi lié directement au Covid, mais il y a quand même une évolution sociétale de fond qui fait que, d'une part, les gens ont envie, pour partie en tout cas, de financer ce type de centrale. Il y a une acceptabilité beaucoup plus importante, je pense notamment au niveau des jeunes, hein, que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur des classes d'âge plus âgées. Et puis, il y a aussi quelque chose de purement pécunier, c'est que, comme je vous disais, on est sur un schéma avec un certain équilibre économique. Et aujourd'hui, par exemple, une centrale solaire, c'est reconnu comme un investissement à part entière. Voilà. Ce qui, il y a 3, 4, 5 ans, n'était pas forcément encore le cas dans la sphère des particuliers. Voilà. Et du coup, je pense que ce mouvement, oui, il est naturel, en fait. Hein. Il va s'amplifier, je pense. Il va s'amplifier. Très bien. Donc Vous pouvez le voir, par exemple, sur le succès des collectes. Quand vous avez des parcs éoliens qui sortent avec ou solaires avec des financements participatifs avec des opérateurs de qualité, vous avez des collectes qui sont bouclées des fois en quelques heures, quelques jours, très très vite. Hein. Très bien. Donc investir dans les énergies renouvelables, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. On peut le dire pour conclure cette table ronde. Oui, disons que je pense que le renouvelable, après ça dépend des filières dont on parle, mais globalement est en train de trouver sa place sur un schéma d'équilibre économique avec des prix relativement compétitifs et dans un schéma diversifié, hein, puisque bon, l'énergie, il y a le renouvelable, il y a aussi d'autres sources d'énergie, mais on est sur quelque chose qui est beaucoup moins peut-être fantasmé, beaucoup moins sujet à des débats sans queue ni tête. Il y a une cohérence qui est en train de s'installer depuis quelques années, et je pense qu'elle va faire que cette filière va se développer, va continuer à se développer pendant au moins 10-15 ans. On n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. Super, une note d'optimisme pour boucler cette 4e table ronde. On se retrouve à 17h avec la marraine de la journée, Fanny Agostini, pour une interview exclusive. Merci, à tout à l'heure.